j'ai adhéré à mon enfance, entièrement, dans une sorte de temporalité éternelle. Et je crois que ça, c'était la plage. Je crois que ça, c'était les matins, arriver le matin à la plage, c'est ouvert, et on ne se dit pas que ça va finir. Et cette ouverture au sensuel, à une temporalité sans limite, m'a fondée, est fondatrice pour moi. C'est surtout vous qui allez parler, plus que moi, Chantal, j'espère. Oh bah non, hein, c'est à deux. En tout cas, on va parler, de quoi va-t-on parler? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre œuvre. Votre dernier livre paru, c'est East Village Blues, un livre que vous avez fait en compagnie d'Alan Weiss, qui est donc photographe, en tout cas qui est l'auteur des photos, et un livre dans lequel vous revenez notamment sur des mois passés à New York au sortir de vos études en France. On a l'habitude de vous associer avec le XVIIIe siècle. Là, on est dans le New York des années 70, le New York de Warhol et des poètes de la Beat Generation. On va en parler un peu parce que ce n'est pas sans lien avec le XVIIIe finalement et avec cette ère de liberté, cette aspiration à la liberté qui est sans doute le fil rouge de toute votre œuvre, une œuvre où il y a donc des essais. Je pense aux essais que vous avez pu écrire sur Sade, sur Casanova, Thomas Bernhardt, sur Barthes, qui a été, je ne sais pas si on peut dire votre maître, mais en tout cas qui a compté dans votre itinéraire intellectuel et littéraire, esthétique. Donc des essais, également des romans très connus, Les Adieux à la Reine, L'échange des princesses, Le Testament d'Olympe également, les deux premiers ayant fait l'objet de deux films, que je trouve personnellement de très beaux films, l'un de Benoît Jacot et le second de Marc Duguin. Et il y a aussi toute une partie de votre œuvre, je pense qu'effectivement East Village Blues s'y rattache, qui est ce que vous appelez votre autobiographie indirecte. Donc toute une série de livres qui mêlent effectivement une dimension autobiographique avec des réflexions, une méditation, où toujours quand même le thème de la liberté joue un rôle. Je pense qu'effectivement donc East Village Blues fait partie de ces fictions, enfin cette autobiographie indirecte, tout comme Souvenir de la marée basse, très beau livre qui tourne en grande partie autour du personnage de la personne de votre mère. Je ne sais pas si c'était un personnage, on en parlera sans doute, et qui vient de paraître en poche. Oui, Chantal Thomas, je parlais donc dans une œuvre aussi importante et aussi diverse. Est-ce que ce thème de la liberté est ce qui peut-être fait le lien entre toutes ces veines de votre écriture? Oui, c'est le thème de la liberté et le thème de l'enfance et le thème du jeu qui passe comme ça de livre en livre d'une manière frontale, centrale, ou bien d'une manière plus dissimulée, ou en prenant des espaces et des temporalités historiques. East Village Blues permet d'inscrire un peu une chronologie, enfin d'inscrire votre itinéraire dans une chronologie. Je le disais, vous racontez un séjour que vous avez fait à New York au début des années 70, au sortir en 76, exactement. 76, sortir de vos études, au sortir du séminaire de Barthes. Oui, au sortir même de la soutenance de thèse, parce que j'avais mon billet dans ma poche. Ouais. Donc, ouais, quand même, la liberté. Et je sais plus ce que j'allais dire du coup. Oui. À quel moment vous avez commencé par écrire des essais? On vous a d'abord connu comme essayiste. Moi, je vous ai découverte, par exemple, avec La Reine scélérate, qui était ce livre autour de Marie-Antoinette et de tous les pamphlets qu'elle avait suscités à la veille de la Révolution et pendant la Révolution. Comment d'essayiste avez-vous franchi le pas d'une écriture plus personnelle, le roman, l'autobiographie indirecte? En réalité, je n'ai pas commencé comme essayiste. Justement, quand j'étais à New York, encouragée par ce vent de spontanéité
qui, de Washington Square à Astor Place, parcourait tous les gens, qui faisait qu'ils se déclaraient, ou ils se déclaraient et ils osaient même le chanter, poète. J'ai été saisie moi aussi d'un souffle d'indépendance et j'avais écrit ma thèse donc sur Sade, et à ce moment-là j'ai commencé d'écrire des nouvelles. C'était des courts textes dont l'héroïne principale était Bécassine. Donc il faut dire que l'intelligence, d'une certaine façon, j'en pouvais plus, parce que il y a une sorte de surmoi intellectuel, d'intelligence qui était un peu fatigant à la longue. Donc arrivé là, et comme je comprenais assez mal l'anglais, je me suis sentie vraiment du côté de Bécassine. Et j'ai commencé d'écrire sur Bécassine, et j'ai apporté ce manuscrit au Seuil, à François Val, qui était en analyse et très du côté de l'intelligence, de la subtilité, etc. Et il m'a dit, mais il vous est arrivé quelque chose. Et la chose très belle, c'est qu'en écrivant ce livre, j'ai compris qu'il avait dit la vérité. Il m'était arrivé quelque chose de bien. Et après, j'ai repris ce texte, et c'est devenu La vie réelle des petites filles, qui a été publié bien après. Donc j'ai pas c'est devenu La vie réelle des petites filles. Voilà, j'ai pas eu cette question de comment passer de l'essai au roman, qui est une question redoutable et qui très souvent on échoue, parce que c'est tellement, il y a quand même des visées extrêmement différentes, au sens que dans l'essai il faut vraiment aboutir à une idée, à éclaircir quelque chose et pas dévier et se permettre tous les vagabondages, alors que dans le roman il faut maintenir cette opacité, ce non-dit, quelque chose qui nous échappe. Donc j'ai pas eu ça. Mais vous prenez du plaisir, et un plaisir peut-être différent, dans ces deux démarches. Cette démarche de l'essai, donc comme vous disiez, beaucoup plus rigoureuse, une démonstration, enfin, et le récit ou le roman où il y a beaucoup moins de règles par force. Oui, absolument. Et les deux, pour moi, sont complémentaires. J'aime vraiment les deux. Par exemple, en effet, La Reine Sénérate a précédé Les Adieux à la Reine, mais il y a quelque chose qui se répond. Ou, si je pense, comment supporter sa liberté, je l'ai continué ici, dans East Village Blues, ou La vie réelle des petites filles, aussi paradoxal que ça paraisse, c'est là dans L'échange des princesses. D'ailleurs, la manière dont les petites filles jouent aux poupées, je l'ai retrouvée avec Anna Maria, qui était folle de poupées. Donc les sillons sont multiples et s'entrecroisent et s'effacent et reviennent. Et qu'est-ce que vous avez comme écrivain ou peut-être comme essayiste, qu'est-ce que vous avez appris de Barthes ? C'est particulier d'être passé par Barthes. Mais je dois dire que ça m'a sauvée, parce que j'avais suivi des cours de philo à Bordeaux, puis à Aix-en-Provence, et c'était pas vraiment c'était Kant ou Husserl, c'était pas vraiment, ça m'épanouissait pas. Et en arrivant à Paris, j'ai fait de l'histoire de l'art, et un ami m'a parlé de Roland Barthes, et aussitôt, je me suis sentie en complète affinité. Et il faut dire aussi que c'était le moment où il venait de publier Le plaisir du texte. Donc c'était un moment parfait. Et c'est le moment aussi où il créait ces séminaires où on était 11, 12. C'était extraordinaire. Donc c'est le moment de SZ, c'est le moment où on participe à l'élaboration de ces livres, et où lui-même tourne le dos, pas complètement, mais d'une certaine façon si, à un structuralisme dur. Donc c'est un moment très 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 libre. Et donc, j'ai vraiment aimé ça. Et j'ai aimé la façon dont il savait accompagner sans jouer le rôle du directeur de thèse ou de quoi que ce soit. Et c'est au moment de ce séminaire et de ce groupe de recherche et de réflexion et de parole, sans doute, que vous formiez autour de Barthes, et de désir. Qui circulait. Ah oui. Que vous êtes intéressé au 18e ? Non. D'abord, je ne me rendais pas vraiment compte du 18e. Je me situais pas par rapport à des siècles.
Mais à Bordeaux, j'avais vécu dans une atmosphère XVIIIe siècle, dans l'architecture. Mais je séparais mal les siècles. Il y avait certains auteurs que j'aimais, mais j'avais été très marquée j'étais très marquée aussi par tel quel, Guyotat, vous voyez. Mais cette idée des séparations par siècle, elle est venue plus tard, quand j'ai commencé à travailler. Parce qu'en fait, c'est un étiquetage commode, professionnel. Ça ne correspond pas à ma vision du monde. Il y a quelque chose quand même entre vous et le 18e. Enfin, le Oui. 18e, pas en tant que chronologie, mais il y a une atmosphère particulière, il y a des courants de pensée particuliers auxquels vous vous êtes attaché. Oui, c'est sûr, mais c'est aussi, vous parliez de Roland Barthes, c'est aussi un idéal d'écriture. L'écriture de Roland Barthes, moi ce que j'aime aussi dans ce qu'a fait Roland Barthes et qui continue d'être un message fort pour moi, c'est qu'il distingue, il veut lier l'intelligence à l'émotion. Et c'est ça qui distingue en particulier La Chambre claire. Ce livre est indépassable d'une certaine façon parce qu'il le réussit ça dans un équilibre parfait. Et ça, c'est quelque chose du 18e que j'aime chez Diderot, par exemple, qui peut à la fois réfléchir sur le théâtre et livrer ce qui en faisait une personnalité, lui, extraordinaire. Voilà. Et c'est aussi quelque chose autour de la clarté. J'aime la ligne claire, et mozartienne. Et ça, c'est quelque chose qui naît au 18e. Et ce mélange effectivement de réflexion et de narration, on va dire, c'est effectivement ce que vous faites très bien, notamment dans Comment supporter sa liberté, qui est un livre que moi j'aime énormément, comme tout effectivement tous ces livres qui se rattachent à votre autobiographie indirecte. Vous n'envisageriez pas d'écrire une autobiographie directe? Et non, parce que je crois que c'est pas possible, parce qu'à soi-même, on se fait des récits. Je veux dire, on se raconte nos histoires. Donc, c'est toujours déjà repris dans un dispositif scénique. Vous évoquiez aussi l'enfance. C'est très frappant dans vos livres, par exemple dans Souvenirs de la marée basse, mais dans effectivement aussi L'échange des princesses, cette proximité avec l'enfance, en fait. Vous vous sentez proche de la petite fille que vous avez été? Oui, j'ai adhéré à mon enfance, entièrement, dans une sorte de temporalité éternelle. Et je crois que ça, c'était la plage. Je crois que ça, c'était les matins, arriver le matin à la plage, c'est ouvert et on ne se dit pas que ça va finir. Et cette ouverture au sensuel, à une temporalité sans limite, m'a fondée, est fondatrice pour moi. Et après, je me suis adaptée à la vie adulte, au découpage temporel, à une sorte de sérieux. Mais la scène de base, c'est ça. Et cette chose de l'enfance que j'ai vraiment sentie, moi très fort, qui est un monde séparé. Et qui est, parce que j'avais cette amie inséparable, qui est, on est avec les adultes, on fait semblant, on fait tout bien, autant que possible, tout ça, mais en aparté, on n'en pense pas moins. Et ce rapport critique de l'enfance et aussi cette envie de rire, les fous rires de l'enfance, etc. Bon, c'est quelque chose que je trouve que moi j'ai adoré. Mais je sais que, et je le vois dans les livres qui circulent, l'adolescence pour certains est beaucoup plus forte comme moment. Moi, ça a été l'enfance. Et quand vous dites un monde séparé, néanmoins, on a l'impression que aujourd'hui, quand on vous lit, que vous y avez encore accès à ce monde séparé. Oui, je dis un monde séparé des adultes. Oui, oui, moi aussi. oui. Mais le fait est qu'aujourd'hui,
du monde des adultes où Oui. vous êtes par force, Oui. on a l'impression que vous avez Il me plaît toujours d'ailleurs. accès. Oui, non, il me plaît beaucoup ce monde. Le monde des adultes Oui, aussi. Oui. Aussi, oui. Sinon, je me retrancherais de beaucoup quand même. Donc. Mais oui, mais c'est sûr, quelque chose de l'enfance. Mais peut-être c'est aussi cette impression que j'ai commencé à nager au même moment où j'ai commencé à marcher, des choses comme ça. Peut-être aussi c'est lié à ça, à une sorte de non-cloisonnement. Vous racontez dans Comment supporter, je crois que c'est dans Comment supporter sa liberté, que vous ne vous souvenez pas du jour où vous avez su marcher, mais que vous avez l'impression de vous souvenir du jour où vous avez su nager. C'est-à-dire que nager me paraissait plus naturel que marcher. Et quand je revois le sable à Arcachon, je sens une mémoire ancienne de moi qui est là, qui est inscrite dans mon corps, qui est le contact avec le sable, surtout avec les différents sables, ce truc extraordinaire, tous les sables. Les Japonais ont je ne sais pas combien de noms pour dire la pluie, mais pour dire le sable, il nous en faudrait beaucoup aussi. Et donc cette multiplicité de sensations liées à ce lieu, assez étroit quand même, c'est une plage pas immense, m'accompagne toujours. On est frappé dans ce livre Souvenirs de la marée basse par... justement, vous parliez de l'espace de la plage. On est frappé par les espaces. Il y a la ville, les deux villes. C'est un livre dans lequel vous enfin, je ne sais pas si on peut dire, c'est pas très joli, vous traitez la question de l'espace, mais vous installez des espaces extrêmement différents et pour nous, lecteurs, très singuliers les uns les autres. Oui. C'est une préoccupation que vous avez quand vous écrivez, de situer vos livres dans des espaces. Ah oui, dans des espaces et dans des sensations très précises. Ce que j'ai fait pour Souvenir de la marée basse, par rapport aux différentes plages, au passage d'une plage à une autre, à l'horizon de la dune, et même à l'espace de sa serviette, qui est vraiment sa première souveraineté quand on est à la plage. Ça, j'ai eu l'impression de faire la même chose quand j'écrivais sur Versailles, de retrouver la sensation. Alors pour Versailles, c'est évidemment beaucoup plus hallucinatoire, mais pour la plage, c'était plus vécu. Mais de mettre ensemble des sensations très précises et un découpage de l'espace lié au déplacement des corps, et pas à une géographie qui nous serait transmise. Et ça vaut à la fois pour les romans et pour ces récits autobiographiques. Oui, exactement. D'ailleurs, oui, complètement. Oui. Mais vous faites quand même une différence. Vous voyez vous-même votre œuvre, voilà, cette espèce de trois pôles que j'esquissais, essai, roman, fiction, autobiographie indirecte, pardon. Vous voyez ça comme ça, ou les choses pour vous, c'est vraiment l'essai et le non-essai? C'est des nuances. Mais je ne sais pas vraiment comment je divise récit et roman. Mais ça, c'est une grande question. Vous devez la vivre aussi. Oui. Comme lectrice. Oui, vraiment, j'hésite. Sur Café de la mémoire, j'ai mes récits. Après, Souvenir de la marée basse, je crois que j'ai mis roman. Il y a marqué roman, ouais. Voilà. Ouais, j'ai regardé tout à l'heure. Et puis, et celui-ci, East Village Blues, j'ai mes récits. Mais je pourrais aussi bien tout renverser. Oui. Je sais pas. Parce que c'est des scènes condensées, il y a des personnages imaginaires. En même temps, c'est East Village Blues, j'ai mis récit aussi parce qu'il y a ces photographies. Et je me suis dit, et c'est aussi une dénonciation par rapport à la mort d'un quartier et à la manière dont ses habitants sont chassés. Donc je trouvais qu'il y avait un ancrage presque militant. L'un des thèmes, il y a effectivement l'enfance, il y a aussi quand même les femmes, qui fait de vos livres, enfin qui donne à vos livres en tout cas une dimension politique et qui aujourd'hui paraît effectivement plus flagrante que jamais. C'est vrai que à la fois vos romans, les Adieux à la reine, L'échange des princesses, mais aussi évidemment Comment supporter sa liberté, tout ça sont des livres qui parlent aussi de l'expérience, on va dire l'expérience des femmes. Il y a eu
des auteurs importants pour vous, comme Beauvoir, etc., qui ont pu jouer sur cette question et le faire elle est très présente dans votre œuvre? Ah oui, mais le fait que je sois partie de la vie réelle des petites filles, pour moi, c'est essentiel. Je suis vraiment partie d'un certain regard qui est celui des petites filles, en tous les cas de la petite fille que j'étais et des amis que j'avais autour de moi. Et de quelque chose qui tient, mais c'est difficile à dire, mais qui tient quand même à une féminité, en tout cas à une conscience de sa féminité. Et ensuite, bien sûr, au lycée et au moment de l'adolescence, j'ai lu Simone de Beauvoir, surtout son journal, Journal d'une jeune fille rangée, plus que ses essais. Alors là, oui. Mais ça m'a fait une déflagration, vraiment. Je me suis dit, c'est la vie que je veux. Et j'ai jamais douté. J'étais sûre que c'était ce type de vie que je voulais. Et après, quand j'ai fréquenté le milieu de Barthes, ça a été une confirmation de ça, au sens où, au lieu de créer une famille, j'ai cru essentiellement à une configuration amicale. Et j'ai pas eu d'enfant. J'ai beaucoup voyagé et j'adore l'idée d'avoir des liens dans des pays, même très éloignés. Il y a un ami en ce moment qui traduit mon livre sur Barthes à Taïwan. On est très très proches. C'est quelque chose, une circulation dans le monde. Voilà, c'est ce que je souhaitais, tout en étant complètement obsédée par mon petit bout de plage arcachonné. Je voulais les deux. Et après, quand j'ai lu Casanova, j'étais à New York à ce moment-là, je l'ai pris à la bibliothèque à Columbia, et je me suis dit, mais c'est merveilleux aussi. Moi, j'aime l'idée de la vie comme un voyage, voilà. Mais ça suppose quand même, et peut-être tout particulièrement quand on est une femme, d'aller contre ce qu'on attend de vous, des modèles dominants, des choix de vie normatifs, normés. Voilà, ça suppose quand même d'être un peu rebelle. Je pense que vous êtes rebelle. Je m'en aperçois pas. Et c'est aussi pourquoi j'ai eu le désir d'écrire ce livre en hommage à ma mère, Souvenir de la marée basse. Parce qu'à la réflexion, et en y pensant des années plus tard, je me suis dit qu'à sa façon, elle avait eu une vie décalée. Et elle était entrée dans aucun des modèles attendus. Oui, parce que ce que vous racontez dans ce livre, si jamais vous ne l'avez pas lu, c'est effectivement centré sur... Alors, est-ce que c'est la personne ou le personnage? C'est entre les deux, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai développé certains aspects de sa personnalité. D'autres, je les ai laissés dans l'ombre. Et donc, elle est devenue une sorte de personnage d'une femme elle était née en 1919, mariée très jeune, amoureuse au départ de son mari, puis qui après s'ennuie vraiment. Et quand j'étais enfant, cet ennui m'était pénible. Et c'est en écrivant ce livre que j'ai compris que c'était une manière pour elle de ne pas adhérer, de ne pas réussir à faire ce qu'elle était supposée faire. Et donc, nager un maximum a été sa salvation. Et son moyen d'échapper d'échapper. Puisque quand on nage, on prend le large d'une certaine façon. Donc, on tourne le dos. Et les soucis s'évanouissent. C'est quand même une chose géniale, quoi. Et donc, pour revenir à cette chose de rebelle, j'ai pas eu l'impression, en tous les cas, j'ai rien eu à l'intérieur de ma famille à convaincre de ça. Et elle, au contraire, elle était plus mai 68 que moi. Ça l'enthousiasmait. Je disais, non mais calme-toi quand même, c'est bien, mais... c'est fou. Et il y a eu Simone de Beauvoir et il y a eu aussi Virginia Woolf, qui est un auteur dont vous parlez volontiers. Oui, et à la vérité, maintenant je relis Virginia Woolf plus que Simone de Beauvoir. Mais dans Simone de Beauvoir, il y avait une netteté du message qui faisait du bien. Et dans l'existentialisme, puisqu'il y avait cette idée que j'adorais, que l'existence précédait l'essence, j'étais folle de ça, donc on développait ça à l'infini, et ça veut dire qu'on invente, on s'invente. C'était un raccourci assez simple, mais bon, c'est ce qu'on avait conclu.
On sent ça sur la plage, que l'existence précède l'essence. Absolument. Et chez Virginia Woolf, qu'est-ce que vous avez... C'est une chambre à soi. C'est un des plus beaux livres du monde, je trouve. Oui. Et ça, c'est l'inverse, parce qu'elle avance d'une manière sinueuse, dans un rapport au langage très fort, très sensuel, très artiste, ce qu'avait pas Simone de Beauvoir. Et donc, je trouve qu'une chambre à soi, c'est splendide. Et aussi, elle n'était pas militante du tout. Et elle avait intériorisé toute la difficulté à vivre. Donc, c'est beaucoup plus émouvant. Une chambre à soi, c'est donc pour les femmes, pour créer, d'avoir un espace et aussi du temps. En fait, une chambre à soi, c'est un lieu physique, mais c'est aussi les moyens, c'est aussi des moyens financiers, c'est aussi du temps, c'est aussi voilà, c'est un minimum financier, d'indépendance financière et un espace à soi. Et ça, mais je me suis dit, c'est incroyablement évident comme motif. En même temps, c'est révolutionnaire et ça continue de l'être. Il n'y a pas beaucoup, surtout avec les problèmes de logement actuels, c'est avoir une chambre à soi pour penser, une chambre de pensée. C'est presque impossible dans certains contextes. Et je trouve très très beau aussi, c'est que c'est un trajet à l'intérieur d'une chambre à soi. Il faut vraiment le lire ou le relire. Et par exemple, elle est, en tant que femme, elle peut pas entrer à la librairie, à la bibliothèque. Tous les interdits, mais ils prennent d'autres formes. Mais vous avez quand même dans ce désir enfin quasiment originel d'être libre, de ne pas vous inscrire dans des normes sociales, d'être à votre façon, à mon avis, assez ferme et douce en même temps rebelle. Vous avez senti qu'il fallait casser quelque chose? Vous avez senti justement que cette rébellion, vous alliez la... Enfin, voilà, il fallait la mettre en acte néanmoins. Et... Je me suis jamais dit ça clairement, mais quand il y avait des issues qui faisaient que j'aurais pu être immobilisée, j'ai rompu. Et par exemple, c'est pas un hasard si je suis partie quasiment le lendemain de ma soutenance de thèse. C'est-à-dire que quand je sens que quelque chose se referme sur moi, je cherche une échappée. Mais je n'affronte pas directement l'obstacle. Mais vous j'ai cette chance. Vous supportez pas néanmoins d'être enfermé? Pas du tout, pas du tout. Et peut-être je vois venir aussi le truc qui va se refermer et donc je disparais avant. Et de fait, effectivement, ces personnages de femmes, notamment dans les romans, je pense à L'échange des princesses ou aux Adieux à la reine, effectivement, on sent une empathie, et notamment pour ces enfants et ces petites filles que vous mettez en scène dans L'échange des princesses. Il y a quelques, ou même dans le personnage qui n'est pas central dans Les Adieux à la reine, mais de Marie-Antoinette. Il y a quelque chose d'un geste de réparation dans vos romans par rapport à ces vies gâchées par milliers, par millions. Mais il y a que... Oui, mais vraiment, j'adore l'histoire et tout le temps où je travaillais au CNRS, notre centre de recherche, c'était sur la presse ancienne. C'est la presse d'Ancien Régime. Et donc, j'ai lu énormément de petites anecdotes, des choses comme ça, ou la correspondance de la princesse Palatine. Et j'ai toujours été... Et j'aime beaucoup les femmes qui tenaient les salons. Et un des grands thèmes qui m'anime, et d'une manière personnelle, c'est cet incroyable gâchis de l'intelligence des femmes. J'y pensais par rapport à l'intelligence de ma grand-mère, par exemple, ou l'intelligence de ma mère. Cette absence complète de moyens d'expression et de réalisation de leurs possibilités. Et c'est vrai qu'un de mes désirs, quand j'écris des romans du XVIIIe siècle, puisque c'est où je me sens le mieux, c'est de redonner leur chance, de perpétuer des personnages qui, sinon, seraient effacés. Alors, ce n'est pas le cas pour Marie-Antoinette, encore qu'elle est célébrée d'une manière qu'on peut trouver discutable, mais c'était le cas pour la lectrice, dont j'avais cherché le nom, c'est vraiment son nom,
Agathe Sidonie Laborde, et Agathe Sidonie, j'ai ajouté le prénom, mais je ne sais rien d'elle. Mais maintenant que je l'ai mise dans le roman, il y a des personnes qui m'ont écrit en disant qu'ils savaient des choses sur elle. Qui t'avaient trouvé dans des archives. Oui, qu'ils avaient trouvé des choses. Bon. Et bon, je me suis dit, lectrice adjointe, c'est improbable qu'elle continue de vivre. C'est merveilleux. Et qu'elle soit incarnée par Léa Seydoux, c'est merveilleux. Et après, les 2 enfants, là, c'est vrai que trouver cette histoire, je l'ai trouvée dans Saint-Simon. Mais dans Saint-Simon, c'est quelques pages. L'histoire des 2 enfants échangés, ouais. des 2 princesses échangées à la frontière espagnole. Mais ça, et c'est une histoire enfouie. Quand, avec Alfredo Arias, on l'a proposé pour un ballet à Versailles, ils étaient assez réticents. C'est chez Saint-Simon que vous avez trouvé l'idée, enfin la mention de cet échange. Cette histoire, parce que Saint-Simon est l'ambassadeur qui va porter la demande en mariage de Louis XV. Ambassadeur extraordinaire, dans tous les sens du terme. Et c'est cette origine comme ça, cette première étincelle qui devient ensuite un livre, c'est un peu comme ça que vos livres naissent, ou bien chacun a une histoire vraiment particulière? C'est une histoire qui remonte le temps. J'ai commencé donc avec Marie-Antoinette, 89, ensuite avec le Testament d'Olympe, Louis XV est plus jeune, il a la quarantaine par là, et c'est l'histoire d'une jeune prostituée qui est au parc aux Cerfs. Et ensuite, j'arrive à la Régence, et après, évidemment, je vais aboutir fatalement au XVIIe siècle. Mais ça me plaît dans ce sens-là, voyez. La reine scélérate, les adieux à la reine, il y a vraiment un lien entre ces deux livres. Quoi. Il y a un lien, parce que j'avais lu énormément les pamphlets quant à Marie-Antoinette, qui sont pénibles et souvent orduriers et d'une violence meurtrière. Et simultanément, j'avais lu des mémoires sur elle, de cette époque et sur elle, et lu sa correspondance. Donc je me suis dit, par rapport à ce monstre de noirceur, pas qui était-elle, parce que c'est impossible à dire, mais j'avais l'impression d'une femme plutôt dans la douceur, et en tous les cas dans l'humanité, et à qui vraiment les pires souffrances avaient été imposées, indépendamment de tout choix politique. Et oui, j'ai eu envie, là vous avez raison, de façon de réparer, comme la vie de cette petite Anna Maria sacrifiée pour l'ambition politique du régent, de réparer. Et quand Marc Duguin, et j'ai eu de la chance, vous avez raison, parce que Benoît Jacot ou Marc Duguin ont tous les deux entièrement saisi l'esprit et s'y sont identifiés de toute leur sensibilité. Et Marc Duguin à partir de son enfance aussi. Oui, ça a fait vraiment deux très beaux films. C'est pas toujours gagné, mais là, en l'occurrence, effectivement, 2 films très très différents et très singuliers. Pas du tout des illustrations de vos livres, mais effectivement, de très beaux films, ce qui doit effectivement être un peu un soulagement, parce qu'on doit être un peu angoissé de voir ces livres. Ben, j'étais pas du tout. Ah non ? Non, je leur ai fait confiance aux 2 entièrement, tout de suite. Bon, Benoît Jacot, j'avais des raisons. Vraiment, j'avais vu Adolphe il n'y a pas longtemps, peu avant. Bon, il est dans une élégance 18e siècle, alors lui, très forte. Mais et Marc Duguin, j'avais pas vu une exécution ordinaire. Je l'avais lu, mais dès qu'on s'est vu, j'ai compris avec quel sérieux, avec quelle profondeur il s'engageait. Et après, on a écrit le scénario ensemble très vite, parce qu'on était d'accord sur tous les plans. Et je me dis que c'est une chance, c'est vraiment une chance, parce que, et ça c'est quelque chose que j'arrive pas à penser, mais le passage du livre, du roman au film, est comme le développement magique d'un aspect du livre dans l'espace, dans le monde, dans l'imaginaire de gens jeunes aussi. C'est une manière de faire exister l'histoire. L'histoire avec un H, avec un grand H. C'est vraiment une manière que les gens soient au courant de la Régence, des enjeux de la Régence. C'est fou quand même. Est-ce qu'au stade où nous en sommes de cette discussion, quelqu'un veut prendre la parole, dire quelque chose? Oui, je vois plein de mains qui se lèvent.
C'est moi qui dois choisir. Madame, je crois que c'est vous que j'ai vu en premier, à l'avant-dernier rang. Quelle responsabilité. Oui, c'est dur. Surtout que on voit pas très bien. Ah, voilà, Madame se lève. C'est-à-dire que c'est un peu un témoignage. Parce que Chantal Thomas et moi, je pense que nous avons à peu près le même âge. Et moi aussi, j'ai passé mon enfance sur la plage Pereire à Arcachon. Non. Donc, j'ai retrouvé... Donc, je me suis retrouvée dans ce que vous racontiez, c'est-à-dire que mes souvenirs que vous avez bien su mettre en mots, que je ne savais pas mettre en mots, je me suis retrouvée petite fille, et en plus, j'ai la même passion que votre maman, c'est-à-dire s'échapper en nageant très loin. Et je continue à m'échapper en nageant très loin dans la mer, bien entendu. Très bien. Merci beaucoup pour ce livre. Oh, bah, c'est moi. Merci beaucoup pour ce livre. Merci beaucoup. Ah non, évoquer la plage Pereire, c'est bouleversant. Merveilleux. Merci. Mais vous aussi, vous nagez. Oui. Vous aimez nager. J'allais dire tous les jours. Non, ce matin, non. C'est pas... Mais oui, bien sûr. Oui, oui. Merci, madame. Je vois une dame qui lève la main. Il est vrai que j'ai écrit Souvenir de la marée basse en essayant d'être le plus précise possible sur les parfums du varech, sur l'écume. Ah ouais, le petit feston d'écume quand la mer se retire vers la... Enfin bon. Bonjour. Bonjour. Je ne connais pas cette plage, mais je voulais témoigner comme madame du plaisir que j'ai eu à lire ce livre et qui m'a donné accès à des souvenirs que je n'avais plus en fait. Et au travers de vos mots, de ce que vous racontiez, de votre rapport à l'amitié, au temps, au toucher, au goût du sel sur la peau, etc., ça a été pour moi une grande émotion parce que ça m'a permis justement de retrouver des choses que j'avais complètement oubliées. Et ce que j'ai trouvé formidable dans votre livre, c'est cette capacité que vous aviez à renouer. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous vrais ou pas, mais à la limite, peu importe, parce que pour votre lecteur, c'est formidable de, au travers de vous, retrouver accès à des choses qu'on avait complètement enfouies et oubliées. Et pour ça, voilà, je voulais vous remercier. Écoutez, non, c'est moi, parce que c'est effectivement ce que je cherche. C'est-à-dire que d'une part, dans tous mes retours à Arcachon, j'ai pris beaucoup de notes et j'ai laissé du temps passer. Et j'ai à la fois, c'est pour ça que cette question récit, roman ou poésie est cruciale. J'ai essayé de retrouver la sensation la plus juste. Par exemple, des enfants qui frissonnent, qui ne veulent pas sortir de l'eau et qui sont prêts à tout. Et voilà. Ouais. Et ça m'a aussi donné la force de penser, même si je n'en ai pas fait le sujet central de ce livre, de penser le rapport à ma mère. Jusqu'au biais de la nage, je ne pouvais pas le faire. Et c'est en comprenant ce qui, elle, la faisait vivre, que j'ai compris comment on se situait l'une par rapport à l'autre. Et ça apparaît dans le livre. Ça apparaît, absolument. Il y a une sorte comme ça de réconciliation. C'est c'est le mouvement du livre, en fait. C'est exactement. Très beau. Oui, oui. Et aussi, cette chose qui arrive très souvent, je pense, entre mère et fille, qui était la mère, qui était la fille. Et en écrivant ce livre, j'ai compris qu'elle était l'enfant. Et donc, que moi, je devais me créer mon propre espace. Et j'étais aidée par cette amitié sororale. C'est comme avoir une sœur. J'ai toujours eu une sœur, d'une certaine façon. Et même avec les salonnières, vous voyez, j'aime d'une manière sororale. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut faire une prochaine séance sur la natation, la nage. Non, mais est-ce que c'est effectivement l'une des fonctions, parce qu'on sait que la littérature, il y a la fonction consolatrice, la fonction, etc. Il y a toute une liste de fonctions. Et effectivement, le fait de retrouver ses propres souvenirs à travers les sensations d'un autre qui a su trouver des mots pour dire des choses
qu'on n'avait jamais verbalisé, voire qu'on avait oublié. Ça peut être effectivement une des fonctions de la littérature. Ah, je le pense. Par exemple, pour moi, un des livres les plus forts, c'est Enfance de Nathalie Sarraute. Et justement, quand vous parlez de la sensation, elle a été, je la connaissais, je la fréquentais, et elle a été ma guide de ce point de vue. Parce que Nathalie Sarraute, c'est vraiment un génie de la réécriture de la sensation. Et à chaque fois que je commence un livre, je relis Enfance. Et c'est pareil, je veux dire, elle fait surgir par exemple des souvenirs de son enfance enfouie et douloureuse de Russie, mais ça c'est le livre qui le permet. De toute façon, il y a un rapport très fort entre écrire et l'analyse. Moi, j'ai jamais fait d'analyse, mais dans le milieu de Barthes, tout le monde était en analyse, sauf Barthes lui-même, puisqu'il est allé voir Lacan et Lacan n'avait pas voulu de lui. Je trouve ça génial. Mais dans l'écriture, il y a quelque chose de ça. On fait revenir, et d'ailleurs, les rêves vous accompagnent. D'autres rêves vous accompagnent selon ce qu'on écrit. Et vous dirigent aussi vers... dans Souvenir d'un marée basse, j'ai mis des rêves qui en exergue même, parce que c'est les rêves... c'était le creuset d'où partait le livre. J'allais dire le film. Le livre. La psychanalyse, effectivement, comme vous disiez, tout le monde, enfin, en tout cas, il y a 30 ans, 40 ans, la psychanalyse était très... Enfin, elle l'est toujours, oui, sans doute. Hein. Mais quand vous dites que vous n'avez pas fait de psychanalyse, c'est parce que c'est pas parce que vous craigniez d'assécher quelque chose, justement. Certains artistes le craignent. Oui, je crois. Mais moi, je n'étais pas tentée, c'est tout. Non. Comme je vous disais, au fond, je n'ai pas un rapport frontal à ce qui m'empêche. Je préfère me laisser guider par une certaine souplesse ou une envie d'aller voir ailleurs. Contourner. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui. Madame, et puis après vous. Madame au premier rang. Vous parliez de la technique si on peut dire, entre le récit et le roman qui était assez, qui se répondaient l'un à l'autre. Comment passez-vous techniquement d'un roman, par exemple, à un scénario sur le plan pratique? Alors, en fait, comment ça se crée? Je l'ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait que 2 fois pour l'échange des princesses. Mais on s'est concrètement. On se retrouvait le matin, on avait tous les 2 le livre et on relisait le livre ensemble et on excluait les scènes qui nous paraissaient pas essentielles, que ce soit pour des motifs d'intrigue et de construction de l'intrigue ou aussi pour des motifs financiers. Donc immédiatement, tout le voyage de l'infante est passé à la trappe. Ça, c'était dur. Et donc on a essayé de reconstituer avec peu de moyens cet univers. Et finalement, ce qui a été la limite, c'est-à-dire que c'était un film pas cher, tourné dans des lieux pas très jolis, le château du Prince de Ligne et puis un musée en Belgique, ça resserrait l'intimité, ça resserrait l'absence de cours, tant mieux, l'absence de miroirs, de galeries des glaces, de courtisans, et le désarroi des enfants, je trouve, ou la proche folie de la princesse en Espagne, sont plus sensibles. La seule chose qui ne correspond pas à ma vision, qui est que justement la princesse française en Espagne son destin est beaucoup plus dur, mais dans les films, c'est adouci, enfin, à peine. Mais la folie, on l'a un petit peu. Et c'est Lambert Wilson qui l'a incarné, cette folie. Lui, moi, j'avais envie que ça continue, parce que la suite de l'histoire est géniale. Je vous la raconterai une autre fois, mais la suite est extraordinaire, puisque la petite fille revient, et à nouveau, ça recommence avec qui on va l'échanger. Et on l'échange finalement avec la sœur du roi du Portugal,
Et elle épouse le roi du Portugal, et sa sœur vient épouser son frère à elle. C'est reparti, exactement pareil. Et Louis XV, le pauvre, il dit, à ce moment-là, il a 12 ans, quelque chose comme ça, il dit, je voudrais pas me remarier aussitôt. Mais ça fait pleurer. Et tous autour sont entrés comme des frénétiques de faire des listes de princesses mariables. Ils ont toutes ces longues listes, et les meilleures parties, ça aurait été des princesses protestantes. Et ça, c'était exclu. Et c'est comme ça qu'il épouse cette princesse ruinée, Marie Legzinska, mais catholique. Et la suite est géniale, parce que à ce moment-là, ce que jouait Lambert Wilson, qui était Philippe V, complètement détraqué, ça s'aggrave, à tel point que Elisabeth Farnèse veut déplacer toute la cour en Andalousie. Et lui, il ne tient plus que par le chant par le chant d'un castrat. C'est une histoire bien connue. Donc, il est complètement fou, et il s'apaise que par ce chant. Et toute la cour est en Andalousie. Et c'est vrai que ça serait extraordinaire. En tout cas, Lambert Wilson était extraordinaire dans ce rôle. Lambert Wilson qui était ici ce matin. Magnifique. Magnifique. Naturellement excessif. Allez, alors, est-ce que vous tenez un journal d'écriture lorsque vous rédigez vos romans? Un journal d'écriture? Non. Mais je note beaucoup plus précisément les rêves. Non. Dans les périodes où vous écrivez, vous voulez dire? Oui. Parce que vos rêves sont ils sont en miroir avec votre travail. Même dans une intrinsèque à l'avancée du roman ou du. Oui. Mais sinon, vous n'êtes pas une diariste. Non, en voyage, je note des petites choses comme ça, mais je tiens pas un journal il me faut déjà assez d'énergie pour écrire. Je suis éblouie par les gens qui, par exemple Jacques Kerouac, que je cite là, qui tient un journal beaucoup plus abondant que le roman qu'il est en train d'écrire. C'est une énergie folle. Mais bon, ça l'a tué aussi, je veux dire. Woolf, qui avait un journal quasiment toute sa vie, quand même. Virginia Woolf. Oui, absolument. Qui est un monument aussi, même en nombre de signes. Oui. Ça dépend le rapport de spontanéité qu'on a à l'écriture. Est-ce qu'il y a une autre question ou intervention? Vous avez écrit aussi, Chantal Thomas, pour le théâtre. Vous avez mentionné tout à l'heure le nom de... Vous pouvez nous en parler un peu? Vous avez mentionné le nom d'Arias. Oui, alors c'est justement la première version de L'Échange des princesses, c'est le livret pour un ballet qu'il a fait pour les journées à Versailles, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur le bassin de Neptune. On met une scène sur le bassin même de Neptune, et les spectateurs autour regardent. C'est extraordinaire. Et donc la première version de L'Échange des princesses, c'est ça, c'est l'histoire de cette petite princesse. Et il a fait venir des ballets d'Argentine. Et c'était magnifique, c'était vraiment très 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 beau. Et c'était les Rita Mitsuko qui ont fait la musique. Et très Versailles. Et vous aimez ces collaborations comme ça, avec des metteurs en scène, chorégraphes, musiciens, chanteurs. Mais d'ailleurs, tous les cheminements finissent par se croiser. C'est parce que j'avais commencé à écrire Aimer sa mère, un spectacle pensé par René Tsekati, qui avait demandé à plusieurs écrivains d'écrire Aimer sa mère, que j'ai rencontré Alfredo. Et donc, écrit ça. Et après, j'ai développé le petit texte que j'avais fait, Aimer sa mère, en une pièce qui s'appelle Le Palais de la Reine, mais c'est le palais au sens palais, là. Et il l'a joué, Alfredo, avec Marie-Lou, ici. Et après, ils l'ont traduit en espagnol, et ils sont allés, je les ai accompagnés, jouer ça en Argentine. La merveille, c'est ça, c'est des enchaînements comme ça, quoi.
Ouais. C'est aussi comme ça que voilà, se constitue ce réseau amical dont vous parliez tout à l'heure. Oui, complètement, absolument. Cette espèce comme ça des affinités électives. Voilà, c'est de laisser advenir, ou le dernier scénario que j'ai fait pour Dernier Amour, pour Benoît Jacot, ça continuait les adieux à la reine. Les choses se continuent comme ça, ou s'ouvrent sur d'autres fenêtres. Mais je dois dire que ici, voir jouer Alfredo Arias et Marilu Maini, pour moi, c'était vraiment des soirées. J'étais écroulée à chaque fois. Les gens devaient se dire, elle est vraiment débile ou tellement contente d'elle. Mais en fait, parce qu'ils changeaient tout le temps. Ils improvisaient ils improvisent comme ça. On leur donne une trame et puis bon, ils la respectent, mais... Et donc j'allais, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont encore trouver ce soir? Oui, ils ne la respectent pas vraiment, en fait. Non. Non, parce que vous ne faites pas partie des écrivains trop... vous pouvez lâcher. Oui. Vous lâcher, quoi. Voilà. Non, je suis complètement du côté commedia dell'arte. Ouais, complètement. Ouais. Improvisation. Oui. Et vous, monter sur scène, ça vous a jamais tenté? Si, j'ai pris des cours de théâtre avec Antoine Bourseillet quand j'étais à Aix-en-Provence. Mais je n'étais pas bonne du tout. Et je l'ai rencontré bien après et il m'a dit oui, vous avez eu raison. C'est incroyable quand même, je veux dire. Non, mais je m'étais dit que je me le dise, d'accord. Oui, ça va. Oui. Mais que lui vous le dise. Mais qu'est-ce qui vous manquait, vous pensez? Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais absolument pas bouger. J'étais un petit texte de Ionesco où je devais dire, je peux vous dire que ma fille a brillamment réussi ses études, et je pouvais dire que ça, je ne bougeais pas. Alors bon, c'était assez Ionesco d'une certaine façon. J'étais figée. Mais c'était de la timidité, c'était de la... C'est un espace qui m'est étranger. Oui. C'est un métier. Oui, c'est un métier. En tout cas, c'était pas parce que effectivement, on peut imaginer que le théâtre, pour jouer, peut-être qu'il faut lâcher aussi quelque chose et lâcher, rompre, c'est une idée qui vous tient à cœur aussi. Oui. Je sais pas exactement ce qu'il faut pour le théâtre. Et en plus, les acteurs, je vois, sont très très différents. Lambert Wilson, par exemple, ou Alfredo Arias, c'est des mondes. Je sais pas quel est le ressort d'un grand acteur ou d'une grande comédienne. En tout cas, vous n'avez pas trop regretté. Vous n'avez pas trop regretté cette carrière mais j'ai jamais sur les planches. Ah non, mais jamais. Je pouvais pas. Je veux dire, c'est pas la peine. Qui ne sait pas où faire ça. C'est la peine d'assister. Je pouvais pas. Mais que ça revienne comme ça, que je sois spectatrice, oui, ça c'est bien. Et éventuellement auteur. De mon propre texte, oui. Non, c'était agréable. Oui. Il a joué d'ailleurs aussi. Il a fait un montage à partir de l'échange des princesses à Buenos Aires, Alfredo. Très beau. Oui. Est-ce qu'il y a une question ou une intervention? Il y a une dame. C'est vrai qu'on ne voit pas très vous et après vous. Rapidement, comme j'ai déjà posé une question, je suis en train de lire votre livre East Village Blues et je me posais une question en lisant de où vous vous placiez quand vous racontez ça. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de la vie, de celle qui accompagne tout ce qu'elle raconte, ou du côté de l'observation? Parce qu'on a l'impression que vous vous laissez porter, en tout cas tel que c'est présenté, avec un recul immense entre ce qui est vécu, ce qui est raconté. Du coup, je me demandais d'où vous vous placiez. Là, oui, c'est une vraie question, parce que, en effet, dans Souvenir de la marée basse, je suis à une seule distance, qui est ce regard sur ma mère disparue, et tout ce que, avec elle, a disparu. Dans East Village Blues, c'est un lieu, ma fixation, qui continue en réalité de me faire vivre et où je retourne tout le temps, ce qui n'est pas dans le dispositif du livre, puisque je dis que je reviens et que je suis stupéfaite du changement, mais c'était pour le rendre plus fort. Voilà. Donc je suis à la fois dans ce passé, mais dans aujourd'hui. Et ce que j'ai fait, c'est que
mon point de vue d'observatrice d'aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout romancé. Et c'est ça aussi la différence. Je suis dans la rue et je regarde, alors que je pourrais raconter sur le même mode ma vie aujourd'hui à New York. Et je ne l'ai pas fait. Et je suis simplement celle qui reprend les mêmes rues et qui constate le changement. Mais plus profondément, je cherche à faire passer l'intensité de vie, l'énergie vibrante qui, quand j'arrive en 76, et je reste 3 ans plus ou moins continuellement à New York, plus ou moins continuellement, était dans l'air. C'est-à-dire ce que j'ai voulu faire aussi, c'est saisir ce qui était mon aventure, d'habiter à East Village, de rencontrer Cynthia, mais ça je ne le raconte pas, mais après d'aller vivre par West Side et après au Colorado, dans l'école qu'avait fondée Ginsberg, mais ça aussi c'est pas. Je me concentre juste sur cette arrivée à East Village et ce qu'elle a signifié pour moi. Et c'est en écrivant le livre que je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point c'était en rupture avec le monde de Roland Barthes, le côté feutré, et précisément tout ce que j'avais adoré chez Roland Barthes, que c'était feutré, qu'il n'y avait pas que c'était en continuité avec les salons littéraires, vraiment. Tout ce que j'avais adoré, c'est l'inverse qui va m'emporter à New York. Et quand j'écrivais le livre, je pensais beaucoup, bien sûr, à Paris est une fête. C'est un peu l'inverse. Enfin, l'intention est la même. New York est une fête. Voilà. Non, mais il y a une grande disponibilité, on voit, de cette narratrice. En fait, elle est pas craintive, elle est très confiante, elle se laisse porter, en fait. Confiante. C'est l'effet que ça m'a fait New York. À un moment où c'était le pire. Oui, alors que c'est assez interlope, en fait. Oui. C'était vraiment réellement dangereux. J'ai éprouvé au contraire une confiance absolue. Et d'ailleurs, il ne m'est jamais rien arrivé de fâcheux à New York, alors qu'à Paris, oui. C'est les hasards, mais pas seulement. Je faisais entièrement confiance. Et Patti Smith, dans, je ne sais plus lequel de ses livres, le dernier peut-être, non, celui d'avant, elle raconte qu'elle arrive à New York beaucoup plus tôt, 69 je crois. Elle dort dehors. Elle se couche dans les entrées d'immeubles. Et elle a 18 ans, 27 oui, ans, elle est très très jeune. Oui, c'est ça. Mais le paradoxe de New York à ce moment-là, et quand on regarde des films maintenant, c'était une ville ruinée, donc très pauvre, et où restaient que les très riches et les très pauvres, ce qui est d'ailleurs en train de se passer à nouveau maintenant, curieusement, plus ou moins. Et East Village, c'était désolé, c'était d'immenses avenues, pas du tout coquettes, et ça aussi j'ai aimé ça, cette beauté abrupte. Mais le livre s'arrête comme ça sur le blackout, mais on pourrait imaginer qu'il continue. Et quand j'étais à New York cet été, exactement à la même date, c'est-à-dire le 13 juillet, il y a eu un blackout. La ville est tombée, ça a duré très peu, mais ça a quand même duré 2-3 heures. Ah oui, cet été-là. Cet été, l'été dernier. Incroyable, étonnant quand même. Il y avait une question à droite. Oui. C'est pas vraiment une question, c'est une questionnette. Vous avez dit tout à l'heure. C'est bien aussi. Vous avez dit en passant, j'aime l'idée de la vie comme un voyage. Je voulais juste que vous développiez un petit peu. Merci. Mais c'est pas une questionnette, c'est quand même vaste. C'est une thèse. C'est un peu dans East Village Blues, je parle d'une métaphysique de l'autostop. Et tout à l'heure, on évoquait le livre de Simone de Beauvoir, mais en même temps, il faudrait dire que ce qui m'avait vraiment enthousiasmé, c'était Sur la route de Kerouac, en même temps. Et c'est en suivant cette pensée de Kerouac, ou cet univers de Kerouac, que ça aussi c'était vraiment dans l'époque, je suis devenue frénétique, vraiment assidue en matière d'autostop. Et j'ai vu que c'était aussi quelque chose qui contenait une certaine philosophie de la vie.
qui est une philosophie de la... Moi, j'aimais beaucoup la pensée de Baudrillard, en particulier sur le fait de ne pas décider, une sorte d'indécision. Et dans l'autostop, il y avait ça. Faire confiance au voyage, faire confiance d'abord au conducteur, c'est quand même un pari, mais même pas se le dire. C'est ça. Même pas y penser, même pas penser au pire. Et être incertaine sur la destination. Accepter que la voiture on s'arrête là où la voiture vous arrête. Et très profondément, mais c'est aussi en écrivant surtout ce livre que je me suis dit, j'ai trouvé là la forme d'expression de ce en quoi je croyais le plus. Et quand je suis arrivée à New York, en effet, je pensais rester 1 mois. Donc c'est ça l'idée du voyage. C'est être quand même dans la confiance, enfin au-delà de être dans la confiance, c'est vrai. C'est vrai. Juste être confiant, quoi. C'est vrai. Et ça, je pense quand même que je reviens là-dessus, que grandir dans un espace aussi protégé qu'était la plage d'Arcachon et la plage Pereire en particulier, et pas seulement, mais les plages d'Arcachon, vous dit ça. Et aussi, c'est une ville théâtre aussi à sa façon, avec la ville d'hiver. C'est une ville. Oui, un décor comme ça qui se vide, qui se. Oui. Mais là, hors saison. J'ai un projet de film avec Julie Lopez-Curval sur Arcachon, justement, sur la ville d'hiver. Et donc on revient sur ces lieux et tout. Mais c'est des lieux très protégés. Mais bon, on peut vivre aussi ces mêmes lieux comme des lieux d'ennui, de désolation, de vide, de manque, bien sûr. On peut prendre une toute dernière question. Et sinon... Eh bien, je vous remercie Chantal Thomas et vous pouvez retrouver Chantal dans quelques minutes à la librairie du théâtre. Merci infiniment et merci à vous.